Mademoiselles et messieurs, c'est avec un immense plaisir d'être là pour accueillir la 53e anniversaire de la commémoration du décès de Omar Blondin Diop. Et la Maison de la Culture Douta Seck, en tant que centre d'excellence, de recherche, d'action, de promotion et de diffusion d'activités culturelles. On pense que donc le lieu est bien choisi pour accueillir cet événement commémoratif. Parce qu'en dehors de son parcours panafricain et également d'intellectuel émérite, il est également un artiste. Donc, la Maison de la Culture Douta Seck a un immense plaisir d'accueillir ce programme, qui est également une continuité, parce que le week-end passé, également, nous avons accueilli une activité sur les archives en mouvement pour fêter le 66e anniversaire du FESMAN, qui retrace un peu le parcours culturel et historique de l'Afrique d'une manière générale. Alors donc, la directrice, à mon nom, vous souhaite la bienvenue et pour ne pas également monopoliser la parole, voilà, je passe la parole au modérateur. Merci beaucoup. Quand nous sommes venus la rencontrer, Diallo Diop et moi, pour lui présenter le programme de commémoration de la disparition de Omar, elle a spontanément accepté de nous prêter la salle pour la projection, sans contrepartie. Elle nous a juste dit, vous pouvez venir, vous pouvez aménager, je mettrai à votre disposition la génération pour que enfin notre lutte à tous et toutes aboutisse et qu'elle puisse reposer en paix. Merci. Encore bonjour et bienvenue à tous. Je suis Sylvestine Mendy, coordinatrice du mouvement panafricain et révolutionnaire Africa First, et par ailleurs aussi le représentant des organisations panafricanistes du Sénégal. À mon nom, je dis merci à tout le monde. Honorables autorités, distingués invités, chers partenaires, chers camarades, amis et familles, c'est avec un grand respect et un grand plaisir que nous prenons la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des 72 heures de commémoration de notre camarade Omar Blondin Diop. Cette cérémonie solennelle nous réunit autour d'une figure majeure de la pensée africaine contemporaine dont le parcours intellectuel et l'engagement politique continuent d'interpeller notre époque et notre génération. Omar Blondin Diop incarne une génération d'hommes et de femmes qui ont choisi de penser Afrique et vivre Afrique avec lucidité, exigence et courage. Son itinéraire témoigne d'une volonté constante et questionne les injustices, défend aussi la dignité des peuples africains. Il contribue aussi à l'émancipation intellectuelle et politique du continent. En organisant ces 72 heures de commémoration, Africa First, en collaboration avec la famille et l'ensemble des organisations panafricanistes du Sénégal, s'inscrivent dans une dynamique de mémoire active. Il ne s'agit pas uniquement de se souvenir, mais de transmettre, d'analyser et de tirer des enseignements utiles pour les défis contemporains de l'Afrique. Dans un contexte mondial en constante mutation, marqué par de multiples formes de dépendance et de recomposition géopolitique, la pensée critique et engagement intellectuel demeurent essentiels pour éclairer nos choix collectifs. C'est pourquoi cette initiative se veut également un cadre de dialogue et de discussion en faveur d'une Afrique consciente de son histoire et pleinement actrice de son avenir.
Nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les autorités, institutions, organisations, partenaires et participants qui ont bien voulu accompagner cette démarche mémorielle et citoyenne. Que ces 72 heures soient un moment de recueillement, mais aussi un espace d'échange constructif et de consolidation de notre engagement commun pour une Afrique plus juste, plus souveraine et plus consciente d'elle-même. À la mémoire de Omar Blondin Diop, nous rendons un vibrant hommage et respectueux et solennel. À son héritage intellectuel et politique, nous affirmons notre engagement en en préserver la portée et la signification. Merci à la famille Blondin et l'ensemble des organisations panafricanistes, encore une fois, qui ont vivement contribué à la réussite de ces 72 heures de commémoration de la disparition de Omar Blondin Diop pour la 5e édition. Merci beaucoup à tous. Permettez au papier de dire que nous sommes rassurés sur l'avenir et qu'il y a beaucoup d'espoir que les graines vont repousser. Maintenant, nous allons avoir une séquence artistique. Nous appelons la troupe La Voix des Sans-Voix de Thiaroye. De la compagnie théâtrale La Voix des Sans-Voix, et que c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui et que de voir des doyens, de voir nos mamans ici, pour rien que pour la justice, et que ça fait plaisir d'être là. Et merci à Sylvestine d'avoir pensé à la compagnie La Voix des Sans-Voix. Cette troupe est composée que de jeunes étudiants et élèves. On est basé à Thiaroye-Gare au niveau du centre polyvalent. Et c'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui. Et je pense que sans plus tarder, nous allons accueillir sous vos applaudissements la troupe théâtrale La Voix des Sans-Voix, s'il vous plaît. Maximum d'applaudissements. À vous la scène. Le théâtre, père des légendes au père de son. Science des femmes qui évitent les coups. Le théâtre, la justice. Le théâtre, monde de toute créature au pouvoir divin. Le théâtre, mystère de fausses réalités et de véritables vérités. Le théâtre, ciel de multiples illusions qui font de bonnes solutions. Le théâtre, univers de tous les jeux de l'imaginaire et du réel. Le théâtre, l'illustration de l'imagination qui conduit à la lumière, la langue forte des sages, la parole vive des mères. Nous devons vivre et faire vivre la justice. Justice encore, justice pour toujours. Quand la justice s'en va. L'espoir fuit. Justice, c'est le cri de l'horreur. Justice, c'est l'hymne de la nuit. Justice fait rêver. Justice fait changer. Vivre et croire. Et la pour réchauffer le cœur. Au rayon de plus qu'à la gloire. Et ce rayon, c'est le bonheur. Mesdames et messieurs, bienvenue à la maison de culture de sec. À l'occasion de la 5e édition du Blondin Days. Oui, 72 ans de mémoire, de conscience et de renaissance africaine. Africa First, vous souhaitez la bienvenue. C'est des white présidents, c'est ton institut. Il est des hommes que l'histoire ne peut enterrer. Il est des voix que même l'amour ne parvient pas à faire taire. Il est des hommes que le temps ne fait jamais. Il est des hommes que le silence ne touche jamais. Et parmi elles, résonne encore, vive et indomptable, puissante et libre, celle de Omar Blondin Diop. En ce jour de commémoration, ne soit pas seulement une nostalgie, mais une exigence. Une exigence de justice. une exigence de vérité. Une exigence de liberté. Car aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement réunis pour nous souvenir. Nous sommes ici pour témoigner. Nous sommes ici pour affirmer. Nous sommes ici pour exiger. Car se souvenir d'Omar Blondin Diop, ce n'est pas seulement honorer un homme, c'est porter une cause. C'est un combat inachevé. Jeune intellectuel brillant. Militant engagé. Esprit profondément libre. Refuser l'injustice, dénoncer les dérives et appeler à une société plus juste. Mais face au pouvoir en place, Dirigé par le Sédar Senghor, il n'a jamais courbé l'échine. il a choisi la vérité, il a choisi la dignité, il a choisi la lutte. Mais l'histoire, parfois, se montre cruelle avec ses fils les plus courageux. En 1973,
dans des conditions qui restent à ce jour troubles et contestées. Omar Blondin Diop est retrouvé mort. Une version officielle a été donnée. Mais le doute, lui, n'a jamais quitté les consciences. Et dans le cœur du peuple, Une conviction persiste. c'est une injustice profonde. C'est un silence imposé. C'est une vérité étouffée. C'est pourquoi aujourd'hui, notre hommage ne peut être neutre. Africa. Africa. Mon Afrique. Notre mémoire ne peut être silencieuse. Nous demandons justice. Nous exigeons que toute la lumière soit faite sur l'amour d'Omar Blondin Diop. Nous refusons que son nom soit enfermé dans l'oubli ou oublié dans l'ambiguïté. Car un peuple qui oublie ses martyrs, oublie aussi ses valeurs. Un peuple qui refuse la vérité Renonce à sa propre dignité. Omar Blondin Diop n'est pas mort. Il vit dans chaque fois qu'il s'élève contre Il l'injustice. vit dans chaque jeune qui refuse de se taire. Il vit dans chaque voie pour la justice. Son héritage Nous interpelle, son courage nous oblige, son sacrifice nous engage. Alors qu'aujourd'hui, plus qu'un hommage, nous lançons un appel. Un appel à la vérité. On appelle à la justice. Un appel à la mémoire. À toi, Omar Blondin Diop. Figure de résistance, symbole d'intégrité. Nous rendons hommage. Mais nous ne nous contenterons pas de mots, nous porterons ta mémoire comme une exigence vivante. Notre justice ne sera pas faite. Ton nom continuera de résonner comme un cri, comme une promesse, comme une lutte. Omar Blondin Diop n'est pas mort. Il vit dans chaque parole libre. Il vit dans chaque refus de l'injustice. Il vit dans chaque jeunesse qui ose penser. Contester, rêver. Nous appelons à tous les panafricanistes pour une Afrique qui connaît son histoire et une Afrique qui écrit et construit son propre destin. Afrique des peuples non africains. Yàlla xam na ni gënoon na fenaan. Su ma leen waxee yoon wi du yoon. Bëgg naa ngeen gëm yoonu toorage. Omar Blondin Diop, un symbole immortel de la lutte panafricaine. L'Afrique n'est pas à construire et les à réveiller. Un peuple, une mémoire, une mission. Africa first, Africa forever. Parce que quand les 100 voix s'expriment, toutes les voix se taisent. Et elles ont bien fait de nous toucher au cœur en parlant de celui qui nous rassemble aujourd'hui. La directrice de la Maison de la Culture est arrivée entre-temps. Elle s'est excusée parce qu'elle aurait voulu être là, mais des engagements contraignants l'ont mise un peu en retard, ce que nous comprenons parfaitement, vu que nous l'avons remerciée en son absence par la voix de Madjay Mbodj. Je vais donc lui donner la parole après avoir donné la parole à l'honorable député Thomas Faye, qui va s'exprimer en ses grades, titres et qualités. Et ensuite, on va donner la parole à Madame la directrice et passer à la projection. Je compte sur vos applaudissements pour dire votre compréhension. Honorable Thomas. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je dois avouer que je n'avais pas prévu de prendre la parole, doyen, mais quand même, je dois avouer aussi que c'est un plaisir déjà d'être ici avec les camarades pour la commémoration donc de la 53e anniversaire donc de Omar Blondin Diop, de la disparition. Je voudrais d'abord, vous me permettrez peut-être de présenter des excuses
parce que dans le cadre de ces 72 heures, il était prévu hier à Gorée qu'on participe donc à une table ronde, mais malheureusement, par une contrainte de dernière minute, donc au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas pu par la suite se libérer à travers ici sa famille présente, mais aussi ses camarades de lutte. Je pense que, comme l'a souligné déjà la troupe théâtrale La Voix des Sans-Voix, qui nous a gratifié donc d'une prestation magistrale, Omar Blondin Diop est tout simplement le symbole de résistance pour la jeunesse africaine. Et nous, en tant que jeunes aujourd'hui, nous trouvons que nous devons hériter pratiquement de cette lutte qu'il a eu à mener. Et c'est surtout de cela qui justifie en fait notre présence. Nous avons tenu à être ici présents, participer donc avec tous ses camarades, la famille, ainsi que tous ceux qui sont ici présents en ces journées. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le panel qui nous sera gratifié, ça sera l'occasion surtout au fait d'exiger, comme l'ont souligné ceux qui viennent de passer tout à l'heure, que justice soit faite, que des réparations, notamment une réparation par rapport à la vérité historique, donc soit faite. Et je pense que c'est très important. Et je crois bien qu'à l'issue donc de ce panel, des pistes peut-être de réflexion auront été dégagées, et ce qui permettra effectivement de continuer la lutte. Et je voudrais terminer par lancer évidemment un appel, notamment à cette jeunesse africaine, que, comme je l'ai dit, Omar Blondin Diop, c'est un symbole de résistance pour cette jeunesse. Et nous tous, nous devons nous inspirer de son parcours, de son courage, pour évidemment lutter pour l'avenir de l'Afrique, l'autodétermination des peuples africains, la lutte contre le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme. Je pense que ceci est très important, et nous avons aujourd'hui des figures sur lesquelles nous pouvons mettre le curseur afin de réussir donc cette lutte. Donc je m'en vais arrêter là et je vous remercie. Merci. Et ces genres de célébrations vont dans le sens d'immortaliser le patrimoine culturel, matériel et immatériel du Sénégal, qui est si cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers les nombreuses activités que nous célébrons avec les États généraux de la culture, qui met le capital humain au cœur de nos activités. Donc, cette jeunesse a besoin de références. Et Omar Blondin Diop en est un. Et célébrer sa mémoire, ces 72 heures, permet à ces jeunes générations de vraiment de le connaître. Parce que c'était une tentative de le réel de l'histoire du Sénégal. Et de cette manière, avec cette célébration, nous allons immortaliser ses activités, son action. Le film, se prononcer sur le dossier. Il va maintenant réagir sur les avancées ou la stagnation du dossier. Il abordera le sujet tel qu'il le veut pour nous édifier. Nous avons à ma gauche mon collègue, grand frère et ami, Dr Diallo Diop Blondin, qui lui aussi a intervenu plusieurs fois dans le film et qui va peut-être donner des éclairages sur l'état d'avancement actuel de ce dossier, dont nous attendons tous le dénouement prévu à la fin du film par les dernières interventions. Les dernières interventions du film, en fait, ont mis de nouveaux points de suspension sur l'histoire non encore achevée, et nous allons échanger et voir peut-être ensemble quelles sont les actions que nous poserons pour sortir enfin ce dossier de l'impasse. Maître, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, cher ami et grand frère. On peut, en regardant ce film, pour la jeune génération, il y a des enseignements qu'on peut en tirer. Le premier, c'est que
la tradition de lutte au Sénégal n'a pas commencé avec les années 2000. Il y a avant ça des gens qui ont payé de leur personne les libertés que nous sommes en train de vivre. Ça, c'est une chose. La deuxième observation, c'est que où est-ce que nous en serions aujourd'hui si ces luttes-là avaient prospéré? Comment l'Afrique serait aujourd'hui? C'est la question qu'on peut se poser. Et c'est pour cela que des forces tapies dans l'ombre ont tout fait pour bloquer cette génération-là de combattants et qui avaient une mission et qui comprenaient pourquoi elle exerçait cette mission. Maintenant, revenant sur le dossier, le coup de tonnerre qui a eu dans le ciel, je veux dire, dormant de ce dossier, c'est quoi? C'est la déclaration du juge Touré. Quand on a, en 2009, le juge Touré, dans une interview, a fait des déclarations relativement à ce dossier qu'il a eu à gérer, et des déclarations particulièrement graves. Bon, vous l'avez entendu dans le film, c'est exactement ce qu'il a dit dans l'interview. Mais il a conclu en disant que, avec toutes ces remarques, avec toutes ces investigations, il est parvenu à la conclusion que le suicide n'est en réalité qu'un maquillage. Et ça, c'est très important. Alors, tombant sur ce témoignage qui est du pain béni, on ne pouvait pas croiser les doigts. On a saisi l'autorité publique, la famille. Puisque au Sénégal, dans notre système judiciaire, quand une décision de justice tombe, on exerce les voies de recours. Mais quand on ne les a pas exercées pour diverses raisons, il y a quand même des mécanismes pour faire revenir et rejuger une affaire, surtout s'il y a des charges nouvelles. Alors, on a écrit au garde des Sceaux, parce que c'est à lui de déclencher la procédure. Et ça, c'était en 2013. Madame Aminata Touré, qui était là, nous a répondu en disant qu'elle a saisi le procureur de la République sur la base de l'article 184 du Code de procédure pénale. Cet article permet de réouvrir toute information s'il y a des charges nouvelles. Peu de temps après, elle a quitté le poste et M. Sidiki Kaba est venu. Lui aussi s'est inscrit dans cette dynamique. Il a recontacté le procureur, l'a relancé, mais jamais de réponse. Et on a continué cette démarche avec l'autorité. Des autres gardes des Sceaux qui sont venus n'ont pas réagi par écrit. Mais l'un d'eux, le ministre Ousmane Diagne, nous a reçus. Il nous a entendus via son directeur des affaires criminelles. Mais là aussi, ils nous ont demandé des documents qu'on leur a donnés, notamment le film qu'on lui a donné, mais il n'a rien fait. Et récemment, le procureur de la République, M. Ibrahim Ndoye, nous a fait appeler. Et quand on est venu, il nous a dit que la position du ministère, c'était que comment dirais-je, la réouverture de l'information n'est possible que lorsque il y a non-lieu et charge nouvelle. Alors que l'article ne dit pas cela. L'article 182 en question dit que l'inculpé à l'égard duquel il y a eu une ordonnance de non-lieu ne peut plus être réentendu que s'il y a des charges nouvelles. Ça ne veut pas dire que s'il y a une ordonnance d'incompétence, on ne peut pas réouvrir. Alors,
ça c'est clair, c'est même pas du droit, c'est du français. Alors, le lendemain, il devait nous notifier par écrit cette position du ministère qu'on attend jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Parce qu'ils savent que s'ils nous notifient cela, nous avons la possibilité de contester cela. Mais il ne l'a pas encore fait. Alors, en quelques mots, voilà ce qu'on a fait et voilà la position de l'État par rapport à cette question qui est quand même une question de vérité historique. Qu'un État a... La justice ne doit pas rester sourde. Parce que lorsqu'elle est sourde et aveugle, elle provoque la violence. Ça, c'est connu. Et donc, face à des questions comme ça, et ces dossiers sont nombreux au Sénégal. Il n'y a pas que le dossier de Omar. Il y a notre justice a tendance à faire de l'obstruction sur beaucoup de dossiers. Alors que son rôle, c'est d'éclairer la lanterne des Sénégalais, du peuple. Alors, c'est la raison pour laquelle nous estimons que ce n'est pas le moment de baisser les bras, qu'il faut continuer cette lutte. Et au-delà, si la justice sénégalaise se révèle incapable de donner la solution à ce problème qui est pourtant très clair, d'autres instances seront saisies. Et c'est la raison pour laquelle nous donnons toujours, disons, la chance au département de vouloir, de pouvoir nous apporter l'éclairage qu'il faut sur cette question. À défaut de le faire, nous allons saisir les instances africaines, la Cour africaine des droits de l'homme, pour nous apporter la réponse qu'il faut à cette question qui date de plus de 50 ans. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire en introduction. Merci beaucoup, Maître. Nous allons vous revenir, mais nous avons déjà la preuve que vous n'êtes pas resté les bras croisés, mais que respectueux des lois et règlements et des institutions, vous poursuivez de manière inlassable, régulière, avec de nouveaux arguments, des faits nouveaux, la quête de la vérité, son introduction, avant que l'on revienne à l'un et à l'autre, et puis après que l'on donne la parole à 3 ou 4 personnes dans la salle pour alimenter la discussion. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue l'assistance et remercie pour votre présence. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Maître Dieng, si ce n'est que avant d'envisager de renoncer à toute procédure judiciaire locale, au niveau national, parce que ce serait vain, parce que n'oubliez pas que c'est notre père qui a initié la première plainte à chaud dès 1973, que nous nous sommes abstenus pendant les 3 successeurs de Senghor, et ce n'est que sous Macky Sall que nous avons repris une procédure qui semble devoir finir en nous le boudin, excusez-moi l'expression, où on nous explique qu'il y a prescription, il y aurait prescription. Alors que par définition, le crime de torture est un crime imprescriptible. Mais, avant de nous déporter à une juridiction africaine, nous avons tenté un ultime recours gracieux auprès du président de la République, en répondant par anticipation aux faux arguments de la prescription et en lui laissant donc la latitude qui relève de son statut de président du Conseil supérieur de la magistrature de requérir de la Cour suprême une initiative proprement judiciaire de réouverture de ce dossier demi-séculaire. Et nous attendons. À vrai dire, le deadline, c'était ce 53e anniversaire, mais aucun citoyen n'est en mesure d'exercer une pression ou un chantage ou un deadline au chef de l'État, au président de la République, mais nous comptons sur sa
bienveillance et sa disponibilité pour répondre à cette ultime requête de la famille et de tous les compatriotes démocrates et humanistes de ce pays, pour que vérité et justice soient rendues à Omar sans qu'on ait besoin de nous déporter sur l'échelon continental, étant entendu que si nous sommes acculés à cet extrême, nous prendrons tous les moyens nécessaires et suffisants pour que vérité et justice soient rendues à Omar. Je vous remercie. Oui. Sur ce point, ce qu'il vient de dire, effectivement, j'ai omis de le dire. J'avais suggéré déjà, avec le ministre Sidiki Kaba, d'user d'une prérogative qui existe dans notre loi organique sur la Cour suprême. Dans l'ancienne loi sur la Cour suprême, la loi 2008-35, c'est l'article 45. Dans l'actuelle loi, la loi de 2017-09, c'est l'article 58, qui permet au garde des Sceaux de déférer devant la chambre compétente de la Cour suprême n'importe quelle décision d'un juge, même après 50 ans, même après 40 ans, qui comporte un excès de pouvoir, notamment par erreur de droit ou mauvaise qualification de la loi. Et ça, le ministre Kaba avait dit d'attendre d'abord, puisque son prédécesseur avait saisi le procureur de la République sur la base de 184 pour réouverture de l'information. Mais maintenant, nous pensons qu'il y a lieu d'user de cette prérogative, puisque c'est l'autorité publique, elle seule, qui peut le faire. Mais si elle le veut, elle le peut. Merci beaucoup, maître. Je pense que nous qui avons vu le film, la première des choses qu'on peut se demander, c'est que vaut la parole d'un juge. Parce qu'au fond, le juge d'instruction, dans ses derniers développements, a affirmé son intime conviction qu'il n'y aurait pas eu suicide, qu'il y aurait eu maltraitance ayant entraîné la mort, et qu'il aurait poursuivi ce dossier jusqu'à sa réouverture, n'eût été le fait qu'il a été affecté. Ça pose quand même, ça interroge. L'autre témoignage que j'ai retenu dans le film, c'est le témoignage de Tavares, le gardien de prison, qui, semble-t-il, dans cette faune de gardiens de prison maltraitants, était lui humain. Il avait à la fois des qualités humaines et de l'empathie et de la sympathie pour ce détenu qui le fascinait quelque part. Parce que c'est bien ça qui explique son comportement un peu atypique. Tous ces faits, ajoutés aux interventions à la fois de Maître Dieng et de Diallo, doivent ajouter à notre détermination à tous, à ce que notre justice soit rendue au nom du peuple. Et c'est ça, finalement, la plus grande des revendications qui traversent toutes les républiques, c'est que le pouvoir judiciaire travaille pour le peuple et doit rendre des décisions qui aillent dans le sens de la préservation des libertés du peuple et de la défense de ses intérêts moraux. Et je pense que c'est ce qui est à la base de toute cette démarche mémorielle. Maître Dieng, croyez-vous que, au-delà de l'aspect prescription, qu'une forte mobilisation sociale soit nécessaire pour que justice soit faite? Oui, je pense que ce type de requête résulte d'une aspiration profonde du plus grand groupe du peuple à ce que justice soit faite. La quête de justice défie le temps, défie
toutes les difficultés qui peuvent se présenter. Puisque j'ai raconté hier que lorsqu'on jugeait Nuremberg, la plupart des hiérarques nazis n'étaient pas là. Mais il fallait faire justice. Et donc, les difficultés qu'on prétend nous opposer sont des difficultés qui n'en sont pas, puisque dans ce dossier, comme dans les autres, vous voyez que quand l'autorité, par exemple, j'ai donné l'exemple du dossier du président Dia, puisque nous sommes là dans son salon. Alors, lorsque le président Wade a dit, nous allons réouvrir le procès du président Dia, nous avons pris toutes les dispositions. Le président Dia a constitué un collectif, et j'en étais par bonheur, puisque un de ses avocats, Ogokan Diallo, était souffrant. Alors, il m'a dit, prends mon dossier et va me représenter dans le collectif. Et il a dit, moi, je suis demandeur de rien du tout. Mais j'ai un problème. On le dit, c'est quoi? Il dit, le président Senghor est malade. J'ai l'information qu'il est alité. Et je ne veux pas qu'on l'achève en ouvrant ce procès-là. Alors donc, renvoyez-moi ce dossier à 2 mois, 3 mois, et puis on va voir. On a renvoyé ce dossier au mois de janvier. Nous étions au mois de septembre, je pense. Alors, décembre, Senghor décède. Alors, on reprend notre dossier au mois de janvier, on revient. Le procureur de la République nous lit une lettre écrite par le garde des Sceaux était Basile Senghor. Il ne pouvait pas écrire la lettre. Il ne pouvait pas signer la lettre. Il l'a fait signer par Yorodé. Et une lettre qui porte demande de radiation du dossier. Tout le monde sait qu'on ne peut pas radier une affaire pénale. Une fois que le procureur enclenche, il ne peut pas radier. Il faut qu'on aille jusqu'au bout qu'une décision. Mais ça s'est fait. Le président a radié le dossier et il a classé le dossier. C'est intervenu ici dans ce Sénégal-là. J'estime que jusqu'à présent, cette affaire est pendante. Pour moi, c'est une affaire pendante. Et je l'ai dit à l'hommage qui était organisé à Paris. Alors, donc, dans cette affaire aussi, c'est une affaire de bonne volonté. C'est une affaire de bonne volonté des pouvoirs publics, puisque c'est le temps qui est notre problème. Parce que si on avait fait suivi les voies de recours, à l'époque, l'affaire serait jugée depuis longtemps. Mais la pression dans ce pays, le désordre était tel. Voilà un homme qui a été enterré sous l'escorte de l'armée. Vous voyez, dans le fonctionnement de la justice et des institutions n'était même pas normal. Donc tout était désorganisé. Donc il n'y a que c'est le cas justement d'utiliser la prérogative dont je parlais, est une prérogative de haute administration de la justice, qui est donnée au garde des Sceaux pour ces cas-là. S'il y a erreur, s'il y a mauvaise application de la loi, si le juge se méprend ou ne veut pas ou n'a pas pu avoir quelques éléments, on lui tend la perche pour qu'il juge. Parce que sa fonction, c'est de juger en société. Les choses se règlent par jugement ou se règlent autrement. Et nous sommes une société civilisée. Donc, nous réglons les choses les problèmes qui se posent à nous, suivant les règles dont on s'est doté. Et donc, avec une certaine pression, je pense que les autorités qui ont été là ont fait montre de bonne volonté. Ça, on doit le dire. Et je les ai cités, ceux qui ont fait ça. Mais d'autres n'ont rien voulu faire. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Merci beaucoup, maître. Une chose que j'ai remarqué en visionnant le film avec vous, c'est que des personnes dans des pays différents, à un moment donné, ont tous dit il est impossible qu'il se soit suicidé. Je pense qu'il y a des éléments du dossier qui relèvent quand même pas du hasard.
connaissant la personnalité d'Omar, comment se fait-il que tout le monde soit unanime sur le fait que son optimisme, son amour pour la vie, son intelligence, tout plaide contre la thèse du suicide? Ton intime conviction, même si je sais que c'est provocateur ce que je te dis. Je te remercie. En fait, oui, techniquement, en plus, il est médecin. Voilà. Moi, j'ai appris la mort d'Omar à Kédougou 3 à 4 jours après par la BBC. Et c'est donc moi qui, dans mon pavillon, parce qu'on est en réclusion là-bas, enfin, j'ai dû alerter de l'autre côté du chemin de Ronde Ibrahima Païjaki, qui avait perpète comme moi, et Loum Kamara, qui avait 20 ans. Pour le dire, Omar est mort. J'ai pu le dire une fois, mais quand il a fallu le répéter à Loum de l'autre côté, je m'étais effondré, évidemment. Et c'était clair et évident qu'Omar n'a pas mis fin à ce jour. D'abord, dans les conditions de la détention, on te prive de tous les moyens de se suicider, déjà. Et en plus, il était au cachot. Parce que Pamia, c'est après notre petit frère qui nous a expliqué les détails de l'affaire. Donc, c'est-à-dire quiconque a de l'information de première main sur les circonstances de ce décès ne peut que conclure qu'il s'agit d'une mort violente, volontaire ou accidentelle, survenue dans les conditions d'un cachot, c'est-à-dire de ce qu'on appelle là-bas le quartier disciplinaire. On ne sait pas n'importe quel cas. Moi, j'ai précédé Omar dans Agoré. C'est quand on m'a envoyé à Kédougou qu'eux, on les a fait venir du Fort B, où nous les avions précédés. Et il occupait la même chambre que moi, parce que c'est pas les pièces là-bas, c'était des pièces pour des lots de prisonniers. Dans ce qui est une seule cellule, on peut mettre à peu près 20 à 30 personnes. Alors que, comme Pamia l'a expliqué dans le film, au quartier disciplinaire, il y a de la place que pour une demi-personne, et encore, elle ne peut pas se tenir en station debout. Donc, tu es forcément en position accroupie ou allongée. Vous voyez? Et on te met, on peut te donner jusqu'à 30 jours de cachot, mais c'est le maximum. Tu vois? Donc, quiconque connaît du dedans l'histoire sait automatiquement que ce ne peut pas être une mort naturelle. Et les détails fournis maintenant par Pamiaï, Mohamed, il est connu sous le nom de Mohamed Diop, achève de t'expliquer ce qui s'est passé. En plus, on l'a bastonné. Tu vois. Comment on peut bastonner quelqu'un qui est déjà au cachot, qui est censé être la sanction suprême, en milieu carcéral? Donc, c'est un tissu de mensonges d'État et qui ne peuvent pas prospérer devant un tribunal digne du nom. C'est pour ça que nous demandons vérité et justice pour Omar. Mais, enfin, en tout cas, hier, ceux qui étaient à Gorée hier pourront. Nous demandons juste vérité et justice. Nous ne demandons même pas réparation. C'est une perte irréparable. Et ils ne vont pas nous donner du CFA. Hein? Et même des dollars ou des euros, on n'en voudrait pas. Mais qui reconnaissent leur faute. Hein? Et que cette tâche indélébile sur l'image du poète président là soit sanctifiée par une décision de justice qui est la seule réparation qui nous convienne et elle a un caractère mémoriel. Wassalam. L'ordonnance d'incompétence même démontre qu'il n'y a pas de suicide puisque l'ordonnance d'incompétence est fondée sur le caractère, disons, moindre, ou en tout cas léger, des blessures. Alors, ça veut dire que s'il est mort de blessures, même de blessures légères, comme le dit le juge Touré, ça écarte la thèse du suicide. Parce qu'il est mort de blessures. Bon, je vais après maintenant donner la parole à 4 personnes maximum dans la salle, étant entendu que nous voulons des interventions courtes et percutantes qui aillent à l'essentiel. Merci à tout le monde. Mais moi, j'ai une question à poser
qui m'interpellent, mais que je pose essentiellement à Mbaye, à Babe, aux hommes politiques. Je voudrais savoir si jamais on ne devrait pas creuser la question de savoir si il n'y a pas une raison d'État qui serait à l'origine, finalement, de la réticence ou de l'opposition à réouvrir le procès, parce que je pense que les 3 premiers gouvernements qui se sont succédés, politiquement, on était tellement opposés à eux qu'on n'a même pas sollicité effectivement la réouverture. C'est quand on a eu un peu d'espoir avec Macky qu'on a introduit cette première demande. Et puis ensuite, on a eu un peu d'espoir avec le gouvernement actuel, mais on a l'impression qu'il y a soit une raison d'État, soit une raison politique, soit une espèce de logique des gens lorsqu'ils arrivent au pouvoir, qui fait que on considère un peu comme on le sort souvent. Il y a une continuité dans les services de l'État. On a l'impression qu'il y a une espèce de continuité, effectivement, dans l'absence de vérité ou l'opposition, si vous voulez, à pouvoir rétablir la vérité historique pour des événements qui sont des événements politiques d'une certaine importance. Et on voit bien que Mbaye Seye, on voit bien que pour tonton Mamadou Dia, on voit bien qu'il y a un certain nombre de crimes qui ont entaché l'histoire politique de notre pays. On a l'impression qu'il y a une espèce de réticence de la part à la fois de la justice, qu'on dit être indépendante, à la fois des gouvernements, quelle que soit leur obédience politique, qui se succèdent et qui s'opposent un peu à ça. Je voudrais savoir pourquoi, parce que je me dis que si on a une réponse à ça, à ce moment-là, on se rend compte d'une chose, c'est peut-être pas, la réponse n'est peut-être pas, si vous voulez, dans la quête de la justice. Il faudrait peut-être qu'on intervienne à un autre niveau. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et puis, je voulais, dans le même sens que ce que Baba disait tout à l'heure, c'était en 1971, quand il était en 4e. Il faut savoir que nous, là, on est les 3 derniers petits frères, je l'ai dit, on est Hassan Beka et moi. On avait 10 ans, 11 ans et 8 ans quand Omar est mort. Et moi, quand je suis médecin, et puis je vois un peu l'analyse de tout ce que j'ai perdu comme frère, quoi. Et je me dis que beaucoup de mes frères sont des conséquences de la mort. Que ce soit Lucky, que ce soit Kader, c'est quand il a vu les photos de Omar sorties par le témoin. Moi, je suis médecin, il a vomi, il a fait une pneumopathie interstitielle, il a fait une pneumopathie infectieuse, et c'est 3 semaines après qu'il est mort. Et Iba, c'est un accident, Lopi est mort de truc, Auguste est mort de ça, et Cher Mala, c'est un peu à distance, Cher, c'est différent. Mais je pense que on a assez donné, quoi. Donc, je pense que l'État nous doit quand même de nous rétablir la vérité, parce que c'est le moindre des services qui puisse nous rendre. Je vous remercie. Pour un slogan, pour marquer, c'est le combat est d'abord culturel et non politique. Kader bi Alioune di wax ni, Kader c'était presque un jumeau à moi. Dieu a fait que comme Omar s'est lancé, l'enthousiasme qui le motivait, enthousiasme bon, ça a marqué jusqu'à présent, dafa am lu mu àndal, dafa am ay esprit invisible lu mu àndal. Celui qui ne supporte pas nag, moom il va tomber. Donc j'insiste encore une fois pour dire que le combat est d'abord culturel. Il ne faut pas se lancer dans des concepts politiques. Dans le tribunal, je crois que, à mon avis, c'est peine perdue. C'est un peu pour emboucher, comme disait Alioune. Il y a eu réticence quelquefois, il y a eu opposition de la part des autorités politiques. Il fallait s'y attendre.
on nous explique qu'il y a des raisons politiques quelquefois, il y a des raisons, ouais, on n'a même pas besoin d'explication pour savoir que c'est une langue de fond qui empêche les nègres d'être du Tahaou. Maintenant, pour Tahaou, encore une fois, je suis la belle-sœur de Omar Blondin. Et je voudrais vraiment aujourd'hui remercier Didi Digo pour ce film. C'est pour moi une pièce d'anthologie en ce que, dans son caractère incontournable pour le rétablissement de la vérité sur la mort d'Omar Blondin Diop. Je voudrais aussi saluer la persévérance de la famille de Omar, ses amis, n'est-ce pas, dans cette longue quête pour la vérité et le rétablissement de l'honneur de cet illustre africain qui a donné la vie pour l'Afrique, pour les Africains, parce qu'il a lutté pour, comment dire, la recherche de l'indépendance des Africains, l'anticolonialisme, bref, bon, tous ces slogans-là. J'interviens comme belle-sœur, bon, je me sens concernée parce que même si en quelque sorte on est des pièces rapportées, nous avons aussi souffert. Souffert parce que nous avons épousé des écorchés vifs, des personnes qui ont souffert vraiment de cette perte incommensurable, vraiment. Bon, je parlais beaucoup d'émotions, bon, je ne bégayais pas, mais bon, aujourd'hui c'est un peu spécial. Voilà, donc c'était juste pour intervenir et rendre hommage vraiment à Omar et à tous ceux qui se battent pour la vérité. Merci encore. Je crois que je ne pouvais pas ne pas prendre la parole. Je ne suis pas de la famille Blondin Diop, mais il y a beaucoup de gens qui me disent à Omar. Bon, on a à peu près le même âge. Bon, j'ai 1 an de plus que lui. Nous avons tous les deux fait des classes préparatoires aux grandes écoles. Lui, c'est littéraire, moi, c'était scientifique. Et nous nous sommes rencontrés la première fois en 1968 à Paris. Il était déjà dans le mouvement révolutionnaire. Je crois qu'on l'a vu dans les images, à côté de Daniel Cohn-Bendit. Et à l'époque aussi, il venait dans les réunions de l'association des étudiants et stagiaires sénégalais en France, ASF. Voilà. Donc je crois que je fais partie des personnes dans la salle qui ont eu à discuter avec lui à l'époque. Je reviens à la fin du film. On a dit que un révolutionnaire ne se suicide pas. Le révolutionnaire, il lutte pour la vie, il ne lutte pas pour la mort. L'histoire montre que c'est dans des cas extrêmes qu'on peut, que certains révolutionnaires sont donnés la mort, mais dans des cas extrêmes. Par exemple, lorsqu'ils sont encerclés par l'ennemi armé, comme ce qui est... Voilà. Si on moi, je me pour il a les disons, on dit que la justice est rendue au nom du peuple. Il arrive également que dans certains pays, à certains moments, le Parlement a pris aussi des décisions. Au Sénégal, on a voté une loi à un moment donné pour dire que la traite des nègres était un crime contre l'humanité. Le Parlement algérien a sorti des textes comme ça. Est-ce que ça a un sens de demander que le Parlement sénégalais se prononce également? Si la justice est incapable de faire le travail, le Parlement peut décider de réhabiliter les gens. Bon, peut-être que ce que je dis n'a pas de sens. Moi, je ne suis pas un juriste. Je suis un statisticien. Je ne suis pas un juriste. Mais peut-être que Maître vient pour la répondre. Ça, je crois que c'est très important. Moi, je pense vraiment que nous devons tous... On a aussi parlé de Moumoudja. Moumoudja aussi, on doit le réhabiliter. On l'a accusé d'avoir fait un coup d'État. Mais Ousmane Kamara, à l'époque, a dit qu'il n'a pas fait de coup d'État. Il avait tous les pouvoirs. Il avait plus de pouvoir que... Tu ne vas pas faire le coup d'État, alors que tu as tous les pouvoirs. Moi, je pense que si la justice ne peut pas bouger, essayons de voir si l'Assemblée nationale actuelle ne peut pas aussi prendre ses responsabilités.
En attendant, on ne va pas s'arrêter, on va continuer à lutter encore. C'est la question que je voulais poser. Merci. Après ce film, si on n'est pas indigné, qu'est-ce qu'on est? C'est l'indignation qui est là avec nous. Et on a l'impression que quand on parle, en fait, on est sous l'émotion. Mais on n'est pas sous l'émotion. On est indigné. Indigné parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, nous tout petits, à l'âge de 11 ans, 12 ans, on nous récupérait dans les lycées, dans les écoles, pour nous mobiliser dans les partis clandestins. On nous présentait les Blondins. Moi, je me souviens, dans les cellules, on nous présentait la famille Blondin comme des excités, des anarchistes, des gens qu'il fallait surtout pas côtoyer parce que ils sont pas dans l'idéologie. Tous les partis clandestins étaient dans l'idéologie. Celui-là était marxiste, celui-là était maoïste, celui-là était ceci, cela. Selon dans le camp où on était, c'était le même langage. Où sont les partis clandestins? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Omar? Qu'est-ce qu'ils ont dit pour Omar? En 75, on a eu les gens qu'on a emprisonnés pour Kharebi. On a fait plus de bruit pour ça que pour Omar. On nous a jamais appris notre propre histoire. On nous a appris le livre rouge, on nous a appris Mao, on nous a appris Ho Chi Minh, on nous a appris tout ça. Sous nos yeux, on avait nos propres militants révolutionnaires qui étaient morts pour la cause. On nous a rien dit. Indignons-nous. Il faut s'indigner, les gars. Il faut s'indigner. La deuxième remarque. Voilà une famille résiliente qui porte ce problème depuis la nuit des temps. Moi, quand je vois Diallo Diop a lutté sur tout. Surtout, il n'a pas mis seulement son frère qu'on a abattu. Effectivement, il s'est battu pour lui. Mais il ne l'a pas mis au-dessus, il a mis l'intérêt général. Il a été sur le combat, surtout. Qui a aidé cette famille? Qui a pleuré ses morts? À chaque fois, on fait des commémorations, oui. Mais on veut justice pour Omar. Ça ne peut pas être porté que par eux. Ça doit être porté par un mouvement. Parce que cette famille, elle a montré que ce n'était pas seulement Omar qui l'intéressait. C'était le Sénégal. Donc, il faut qu'on y réfléchisse. Moi, je pense que la problématique de Omar, ce n'est pas une affaire d'avocat. Effectivement, il faudra des avocats, mais ce n'est pas qu'une affaire d'avocat et de la famille. Il faut qu'on voit comment on peut se mobiliser pour ça. Regardez aujourd'hui. Les jeunes qui pensent que les luttes ont commencé en 2021. Tout le monde parle du massacre, des 2000 emprisonnés par Macky Sall et tout. De 2021 à 2024. On a des mouvements pour les familles qui veulent se battre pour qu'effectivement on voit les dossiers, etc. Justice pour ces familles. Nous nous sommes battus pour ça. Mais qui parle de Omar? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces jeunes-là ne savent même pas les sacrifices qui ont été faits pour qu'on en arrive là. Et c'est ça qui est important. Il faut qu'on leur en parle. Et que sont les leaders de ces mouvements-là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de ça. Et c'est ça qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, moi j'aurais aimé que dans cette salle, qu'on ait des leaders des partis de gauche qui étaient là, qui devaient être là. Ils ne sont pas là. Ils sont où ces gens-là? Ces gens-là qui nous ont mobilisés pour nous battre, qui ont préservé leurs familles, qui les ont emmenés dans les grands pays pour faire des études, qui aujourd'hui, leurs propres enfants dirigent les grandes entreprises au Sénégal. Pendant ce temps, nous, on se battait. On était ce qu'on appelait les révolutionnaires professionnels. On abandonnait nos familles, on abandonnait tout. Et on se battait sur le terrain, on abandonnait nos études, on donnait nos salaires, on donnait 70% de nos salaires. Tout ce qu'on gagnait, on leur donnait au parti. Ces gens-là, pendant ce temps, leurs familles, ils allaient à l'école aux États-Unis, ils allaient à l'école dans les grandes écoles et aujourd'hui, ils dirigent les grandes sociétés. Ces gens-là sont des révolutionnaires? C'est des révolutionnaires, ces gens-là. Quand tu vois Diallo Diop, comment il est là? Mais c'est lui le révolutionnaire. Vous me fatiguez avec les landings, les patatis, les patates. Mais ce n'est pas les révolutionnaires. Faisons le bilan de la gauche. Ils nous ont perdus, ces gens-là. Ils nous ont perdus. La troisième remarque.
ou la quatrième. L'enseignement que j'apprends, moi, de tout ça, et je crois que Oumar nous l'a montré quelque part, même si ce n'était pas très clair en tout cas, c'est que les partis ne servent à rien. Les partis politiques ne servent à rien. Il a vu tous les mouvements, il a été d'obédience, marxiste, maoïste, anarchiste, trotskiste, tout ce que tu veux. Il les a tous faits, il les a tous vus. Et il a dit, c'est pas ça la voie. La voie, c'est d'être avec le peuple, d'élever le niveau de conscience et d'avancer. Les partis politiques ne font pas ça. Les partis politiques ne lèvent pas le niveau de conscience. Les partis politiques, c'est des machines à badger pour que tu votes pour eux. Et quand ils sont au pouvoir, ils veulent rester au pouvoir, donc ils continuent à badger autrement. Donc c'est pas possible, un parti ne sert à rien. Ne vous perdez pas, vous les jeunes, dans les partis politiques. Vous verrez jamais un leader qui acceptera d'être battu dans son parti politique et vous venez prendre sa place. C'est pas vrai. Soyez dans les mouvements révolutionnaires, soyez dans les mouvements de la société. Ça, c'est vrai. Mais un parti, des partisans. Les partis, c'est des partisans. C'est des gens qui sont dans leur parti, mais pour eux, ils se partagent le gâteau qu'ils font au pouvoir. Mettez ça dans votre tête. Il n'y a pas de démocratie. Diallo et vraiment son époux, ses frères, toute la famille et voilà, tous ceux qui sont ici présents. C'est vraiment un événement majeur capital. J'ai vu par hasard, j'ai capté par hasard la chaîne des STV et j'ai vu le programme. Je viens de vous, je me suis dit, ah ça, je ne vais pas le rater. Parce que, donc, Oumar, pour lui rendre hommage, vraiment, c'était un homme multidimensionnel, un intellectuel, engagé au sens noble du terme. Une fois, j'avais rencontré, donc, c'était quand on rendait hommage à Feu Sémou Barthélémy, on parlait des intellectuels, des militants, donc, sénégalais qui nous ont marqués. Et j'ai été à témoin, donc, Feu Maguetiam, il disait que Sémou n'était pas un intellectuel pontifiant. Je pense qu'on peut le dire aussi de Blondin. Blondin, Omar n'était pas un intellectuel pontifiant. Omar était un intellectuel engagé, un intellectuel généreux, c'est dit dans le film. Donc, véritablement, il faut se battre pour qu'on sache comment il est mort, les circonstances de sa mort. Omar mérite cela, sa famille mérite cela. Et la question que je voulais poser, et notamment à Maître Dieng, est-ce qu'au fil du temps, finalement les témoins clairs, qui sont tous mortels, ne vont pas partir? Est-ce que, bon, au nom de ce trouble-là, la fameuse raison d'État, est-ce que des documents, entre guillemets, ne vont pas se perdre, etc. C'est des questions vraiment qui nous taraudent. Et pour terminer, véritablement, en tout cas, le docteur Diallo Diop, ministre et tout, maintenant, c'est la première fois que je le vois, entre guillemets, en chair en os. Tous ces gens-là, véritablement, si le Sénégal est devenu ce qu'il est, et peut-être même notre continent, je pense qu'il mérite des hommages en Dieu. Diallo Diop, sur les questions juridiques qui me sont posées, je vais faire une observation sur l'observation politique de M. Bencheloun. En réalité, c'est vrai, il faut une sorte de synergie des forces qui luttent pour libérer l'Afrique. Il faut, mais que cela doit se faire dans un cadre légal. Ça ne peut pas se faire dans le cadre de mouvements révolutionnaires comme ça. Il faut, parce que c'est la société secrète, les propres règles qui permettent de la réguler. Et bon,
on a eu la tentative parce que les assises de Cotonou avaient bien pris des résolutions qui pouvaient permettre à l'Afrique d'aller de l'avant. Mais après, tout a été sabordé. Hein? Il n'y a que la Guinée qui a respecté les résolutions de Cotonou en 1958. Et Djibo Bakary a essayé aussi le Niger. Mais voilà. Mais les Africains ont toujours, je pense que il y a eu quand même une pensée qui a été portée à maturation par les cadres qui étaient là, les Africains qui étaient là, mais que toujours il y a eu le monstre extérieur qui est venu perturber ce qui se faisait. Mais c'est pas trop tard. Les gens peuvent le faire, mais ils doivent le faire tout en étant ensemble. Parce que s'ils sont dispersés, ils pourront jamais le faire. Et ce n'est pas le Sénégal à lui seul qui peut régler ce problème-là. Il faut une dynamique africaine, politique africaine, de celle de Cotonou, par exemple. Tout le reste, maintenant, les penchants idéologiques nous ont fait perdre beaucoup de temps aussi. Ça, il faut le dire. Parce que moi, j'ai vu des Africains se faire violence pour des concepts. N'est-ce pas? Jusqu'au sang. Alors, donc, ça, c'est les observations qui sont celles, disons, que m'inspire l'intervention de M. Benjel. Maintenant, revenant à ma casquette d'avocat, je pense effectivement qu'il y a une mauvaise volonté. Il y a une mauvaise volonté de la part des autorités pour tous ces procès-là, pour toutes ces affaires-là. Parce que et jusqu'à présent, ça s'observe dans les affaires plus ou moins politiques, où des hommes politiques de premier plan sont impliqués. Et c'est ça qui a créé la violence d'il y a quelques années, de 2021, que nous avons vécu ici dans ce pays. S'il y a une volonté, si la justice se prend en charge, chaque fois que la justice se prend en charge et règle les problèmes qu'elle doit régler, la société se porte bien. Et nous l'avons vécu aussi. Hein? Et pour répondre à M. Diop, on ne peut pas remplacer la justice. Un de mes confrères disait, la justice, il nous faut ce mot-là. Ne serait-ce qu'un mot, il nous le faut, car les peuples se lèvent lorsqu'ils traversent l'air. On ne peut pas faire l'économie de la justice, elle doit prendre ses responsabilités. Et chaque fois qu'elle ne prend pas ses responsabilités, il y a la violence. kon montage bi nga def ma mën a interview laa soxla ak séquence bi dafa war ak moi quoi